Bonjour à tous, bienvenue sur Arcotech, ici Nicolas et aujourd'hui on aborde un autre médium dans les arts décoratifs, la tapisserie, avec une pièce des grandes heures de cet art, réalisée par la manufacture de Beauvais à la fin du XVIIe siècle et issue d'une suite, c'est l'histoire de l'empereur de Chine. Donc cette tapisserie s'appelle la collation, elle fait partie de la tenture de l'histoire de l'empereur de Chine, la tenture étant un ensemble de tapisseries partageant un thème, une histoire ou un dessin commun. Et celle-ci fait partie de l'ensemble avec les astronomes, le thé de l'impératrice, le retour de la chasse, l'embarquement de l'empereur, l'embarquement de l'impératrice, l'empereur en voyage, l'audience de l'empereur et la récolte des ananas. Donc cette tapisserie date de la fin du XVIIe siècle, elle mesure 3,24 m par 3,84 m et elle a été coupée sur la droite et en fait c'est assez rare d'avoir une tapisserie complète, même pour les autres pièces existantes. Donc elle a été réalisée en fil de laine et de soie à la Manufacture royale de tapisserie de Beauvais et elle se trouve actuellement au Petit Palais à Paris. Donc qu'est-ce que vous voyez? Un ensemble de personnages dont deux sont en train de prendre une collation, de breuvages, de fruits, de gâteaux. Et ces deux personnages ont l'air plus importants que les autres puisque vêtus plus luxueusement. Donc on imagine que c'est l'empereur et l'impératrice. Ici vous avez une femme qui joue de la musique, là un petit danseur, une autre femme qui nous regarde et qui a l'air de fournir un brasero avec de l'encens et qui se met à fumer. Là derrière vous avez trois serviteurs, des gardes, un petit singe au premier plan et tout ce petit monde en extérieur sur une estrade recouverte d'un tapis près d'une tente aux lourds rideaux de velours et de brocart à la couronne imitant un toit de pavillon. Sur la gauche, vous avez un dressoir surmonté de plats d'or et de porcelaine. Sur la droite, une table pour servir. Et tout ça dans une forêt, avec une architecture de pagodes et de pavillons au loin. Bon, je vais laisser tout ça de côté pour l'instant. Pour ce qui est de la composition, ici, on peut voir une jolie diagonale et vaguement une verticale pour composer l'ensemble. Et toutes ces lignes de composition, générales ou ponctuelles, mènent de toute façon au centre de l'image sur cette figure de l'empereur, sa table et le plateau à thé que tient le serviteur. Donc déjà, vous comprenez que c'est une composition qui est savamment étudiée. Le dessinateur a tout organisé, ce qui mérite notre intérêt puisqu'il y a une réflexion. Et en fait, la composition, c'est toujours très important parce qu'elle passe très souvent inaperçue. Vous n'en avez pas conscience au premier regard, mais c'est cette construction qui oriente votre œil et dirige votre cerveau. Et là, on est tout de même face à une scène qui se lie avec la même méthode qu'en peinture ou qu'en dessin, mais cette fois en tapisserie, donc on double l'intérêt. Pour les couleurs, la palette est assez réduite, rouge et rose, bleu et vert, jaune or et blanc argent, pas de nuances trop importantes, des tons chaleureux, rien de sourd, pas de clair-obscur, on ne peut pas étudier la lumière, mais ça, c'est évidemment dû au médium même de la tapisserie. Ces couleurs sont un peu passées, mais toutes les tapisseries un peu trop longtemps exposées à la lumière se ternissent avec le temps, c'est normal. Mais ça n'enlève rien à la beauté de l'ensemble. Bon, tout ça, c'est l'aspect analytique de la pièce. Ce qui devrait vous poser problème, c'est que je vous ai dit qu'il s'agissait de l'histoire de l'empereur de Chine. Donc, à cette époque, fin XVIIe siècle, ce serait le quotidien de l'empereur Kangxi, qui règne de 1661 à 1721. Bon, on est vers 1700, il n'y a pas de communication aussi développée vers le reste du monde aujourd'hui, mais quand même, où est la Chine là-dedans? Les porcelaines bleues et blanches, ok, mais certains de ces vases sont montés avec du bronze doré et faire ça, c'est typiquement français. D'ailleurs, l'ensemble même du dressoir, c'est typiquement européen et pas asiatique. On peut même dire que ce dressoir, c'est un dressoir versaillais. Vous avez également le palais au fond, bon, les dragons, très européens comme dragon, mais bon, ok. Vous avez ce singe au premier plan, on va dire que c'est un singe. Et puis vaguement ce palmier, bon il faut le dire vite. Ok, admettons tout ça. Vous avez également ces chapeaux chinois des serviteurs, bon, cette sorte de sitar, plutôt une fusion entre un instrument de musique chinois et européen. Non mais en fait, clairement, ceux qui ont fait ça, ils sont jamais allés en Chine de leur vie, mais du coup l'iconographie s'en ressent énormément. Et ils ont essayé de composer comme ils pouvaient avec ce qu'ils connaissaient en France, et ils ont imaginé que ça devait être à peu près comme chez nous. Donc on n'hésite pas à recréer, mais cette fois avec des motifs qu'on pense chinois. Même si composer, ça veut dire reprendre des études plus anciennes en France, de singes, par exemple de Peter Boel, ça c'est vers 1669-1671, et de les coller dans une composition. Et puis ça c'est quoi ces yeux, cette tentative de brider les yeux des gens pour les rendre un peu plus chinois?
Tout a l'air chinoisé de toute façon, donc là les yeux, le décor, même ce service à thé, c'est du service à thé français, bon bah là chinoisé. Et faire ça, c'est ce qu'on appelle la chinoiserie. En fait, cette tapisserie et sa série connaissent un vrai succès dans l'Europe, tout comme les meubles en laque du Japon, les tableaux à sujet chinois, les céramiques importées, et tout ça s'explique en raison de l'intérêt pour la Chine à la fin du XVIIe siècle. Donc un intérêt qui naît notamment grâce aux compagnies des Indes orientales, qui se forment dans chaque pays, également grâce aux descriptions des voyages de chroniqueurs comme le père Couplet qui part en Chine, et qui sont retranscrites dans des magazines de l'époque comme le Mercure Galant, qui est l'un des plus importants, et surtout en France avec cette réception donnée par Louis XIV pour les ambassadeurs du Siam, le Siam qui est l'ancien nom de la Thaïlande, donc la réception qui a lieu en 1686. D'ailleurs, on note ici qu'en octobre 1686, les ambassadeurs du Siam visitent la manufacture de tapisserie de Beauvais. Donc la manufacture royale de tapisserie de Beauvais, c'est une manufacture de basse-lisse fondée en 1664 par Colbert, le grand ministre de Louis XIV, et qui prend un peu le contre-pied en quelque sorte de la grande manufacture des Gobelins, qui se trouve à Paris, et dont les pièces rencontraient déjà un succès fulgurant. Donc on a dit que notre tapisserie se plaçait à la fin du XVIIe siècle. Or à cette période, la manufacture est dirigée soit par Jean-Baptiste Hinard, donc avant 1688, soit par Philippe Béage, qui est un flamand également formé au Gobelin, si la tenture est réalisée après 1688. L'avantage qu'a Beauvais, c'est que ces artistes peuvent composer encore assez librement, contrairement aux artistes lissiers des Gobelins, qui travaillent surtout pour Louis XIV et Versailles. En tout cas, on peut être sûr que sous Béage, la tenture a continué à être tissée. Ces directeurs sont assistés par des artistes dont on connaît les noms, mais dont on n'est jamais vraiment sûr qu'ils aient bien réalisé certains modèles. Pour la collation et l'ensemble de notre tenture, on pense être sûr que Guy-Louis Vernanssal, qui est le seul dont le nom apparaît sur quelques tissages, fut le peintre principal de cette série. 3 autres peintres l'auraient assisté, peut-être Jean-Baptiste Monnoyer, qui est notamment un spécialiste en fleurs, Jean-Baptiste Blain de Fontenay, et le 4e artiste, avec très peu de certitude, on pourrait penser à Jean Bérin. Alors pour créer leur tenture, ces artistes ne vont pas tout imaginer non plus. Ils s'appuient quand même sur des recherches, des lectures, notamment les récits de voyage de Johann Niehoff, qui suivait la Compagnie hollandaise des Indes orientales en Chine, même si celui-ci a fait une petite confusion puisqu'il dit avoir rencontré l'empereur de Chine, alors qu'en fait, il a juste rencontré le vice-roi de Canton, mais bon, lui en veut pas. Ou encore Athanas Kirchner, qui publie un ouvrage sur la Chine et les relations de l'ambassade hollandaise à la cour de Chine, donc publié en français en 1670. Donc tout ça, ce sont les sources de l'image pour les artistes. Mais en fin de compte, ce sont bien la petite centaine de lissiers qui réalisent sur leur métier à tisser le travail de tapisserie, et qui vont le réaliser jusqu'en 1732, alors que les cartons à tapisserie étaient tellement usés qu'ils ne pouvaient plus les utiliser. Donc notre tapisserie de la collation a quand même été réalisée une petite vingtaine de fois à cette époque, mais en précisant qu'il fallait bien 1 an pour faire 1 mètre carré de tapisserie. Donc vous imaginez le nombre d'heures et d'artisans lissiers qu'il fallait pour livrer une tapisserie dans les temps. Alors la manufacture de Beauvais est connue pour tisser avec ce qu'on appelle la basse lisse. C'est une technique de tapisserie avec la haute lisse, mais c'est vraiment parce qu'on sait que chaque manufacture avait un type de lisse particulier, parce qu'en réalité c'est très difficile de faire la différence entre les 2 techniques. Donc pour la basse lisse, vous avez déjà 2 types de fils. Le fil de chêne, en lin, en laine ou en chanvre incolore, maintenu à l'horizontale et qui vont permettre de fixer les fils de trame, donc qui eux sont colorés et verticaux, et qui vont être passés, noués entre les fils de chêne pour former le dessin selon la couleur du fil. Et vous avez également ce qu'on appelle un carton qui se trouve en dessous de la tapisserie, et en basse lisse on voit mieux ce carton, donc le tissage est plus rapide et du coup moins cher, contrairement à la haute lisse où le carton est derrière le métier à tisser, donc c'est donc plus long et plus cher. Donc cette tapisserie, et avec les autres qui forment l'ensemble de la tenture, ont une fonction particulière qui n'est plus la même que les époques précédentes. Alors on n'est plus au Moyen-Âge où vraiment les tapisseries avaient des fonctions esthétiques et d'isolation des murs, donc de protection contre le froid, quoique encore un peu, mais c'est surtout la fonction esthétique qui importe, voire la fonction de témoignage du statut social de son propriétaire. Et c'est le cas pendant tout le XVIIe, XVIIIe siècle. Avec tout ça, vous comprenez que face à cette tapisserie, il faut presque se comporter comme devant un tableau, bien que les réalisations soient nettement plus complexes et demandent des moyens plus importants. À l'époque, une tapisserie comme la Collation, ça coûtait des dizaines de milliers de livres, et aujourd'hui, quand une pièce de ce genre est vendue aux enchères, eh bien,
il y en a pour près de 170 000 € chez Christie's. Alors oui, la tapisserie, ça a toujours été un peu cher, mais comme tout ce qui est figuratif en général, et puis bon, ça s'explique aussi par les matériaux utilisés, les formats, etc. Les tapis, en revanche, c'est beaucoup moins cher. Alors certains vont me dire, c'est quoi le rapport entre un tapis et une tapisserie? C'est complètement différent. Puis d'autres vont me dire, bon, c'est pareil, tapis, tapisserie, c'est des fils et ça fait un motif. Bon. Non, en fait, ce sont bien deux choses différentes en principe, qui ont des valeurs différentes aussi, mais qui ont une importance semblable. Ne sous-estimez pas un tapis, jamais, car là où est votre tapis est votre maison, et je me ferai une joie de vous l'expliquer un jour en vidéo. D'ici là, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ou s'il y a un sujet que vous aimeriez voir, dites-moi tout ça en commentaire. Un objet à expertiser, contactez-moi, et comme toujours, abonnez-vous, partagez-moi, et je vous dis à très bientôt sur Arcotech.